Eh bien écoutez, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans la commune de Braud et Saint-Louis. Je suis Jean-Michel Rigal, maire de Braud et Saint-Louis, accompagné par mon directeur des services, M. Étienne Billière, de mon directeur des services techniques, Stéphane Delahaye, de ma première adjointe, Dany Lafitte, d'une de mes adjointes, Béatrice Rosaire. Voilà. Donc très heureux de vous recevoir sur notre commune. Je sais que certains de vous ont logé hier soir dans notre RHL. Tout le monde n'est pas là. Bien, ils arrivent. Donc, eh bien, écoutez, on est donc réunis aujourd'hui sur cette plaine des sports. Vous êtes dans les tribunes qui ont vu le jour en 1987. Ce stade a été inauguré en 1987. C'était déjà à l'époque, c'était un très beau stade avec une pelouse remarquable qui a bien vieilli. On a lancé un projet de réhabilitation et de rénovation de ce que l'on appelle la plaine des sports. Vous voyez aussi en face de vous un chantier colossal là, qui a été lancé en fin d'année dernière. C'est le chantier de la piscine qui est du type tournesol, qui fait partie des 1000 piscines construites dans les années 70 et qui, elle, la vieille dame est arrivée en bout de vie au bout de 40 ans de fonctionnement. Donc on a lancé ce beau projet qui verra, enfin je ne sais pas, je déroule peut-être trop vite. Non, ça va, ça vous parle. Donc ce projet, c'était un bassin de 250 mètres carrés. À l'intérieur, sous cette coupole, étaient les vestiaires, l'accueil, tout ça. Donc on a conservé l'ancien bassin, on a fait table rase de tout ce qui était à l'intérieur. Et on réhabilite donc l'intérieur en créant un second bassin de 150 mètres carrés qui servira à l'apprentissage entre autres, des jeux pour les enfants, et on vient créer à l'extérieur un bassin nordique de 250 mètres carrés aussi. La superficie du bâti, vestiaires, salles, tous les locaux techniques, tout ce qui est, les bureaux, tout. On est à 3500 mètres carrés de construction sur 2 niveaux en plus, puisque tout le local technique qui sera en charge de traiter les eaux, tout ça, ce sera en sous-sol sur 380 mètres carrés. Et à l'extérieur, donc c'est quelque chose qui va être énorme. Et ça fait plus de 6 mètres de haut avec les acrotères. Vous aurez 6 mètres de haut de bâti. Voilà, ça va être si on pourra vous faire voir les plans, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Donc, Braud, la volonté de Braud, ça a toujours été par la chance que l'on a eue d'avoir la centrale sur notre commune, de faire partager cette manne qui nous vient d'EDF et d'en faire profiter tout notre Nord-Gironde, qui était démunis et qui n'avaient rien, on n'avait rien. Hein. Donc déjà, dans le domaine de plaine des sports, vous pouvez voir, donc, il y a les terrains, on a 2 terrains, on a la piste d'athlétisme, c'est quelque chose d'unique en Nord-Gironde. Derrière vous, vous avez le gymnase, à côté duquel vous avez 3 terrains de tennis, dont un couvert. La salle de musculation que l'on est en train de doubler en superficie, là, c'est pareil, c'est un projet qui a plus de 20 ans et qu'on réalise enfin. Donc voilà, ce qui fait qu'on va avoir un outil juste exceptionnel pour notre Nord-Gironde. Il faut savoir qu'à l'époque où nous, on avait cette piscine, on laisse les cloches. Ouais. Donc, un tel équipement, normalement, était fait pour une densité de population de 30 000 habitants, une piscine chauffée. Il n'y en avait qu'une dans le Nord-Gironde pour une densité de population d'au-delà de 80 000 habitants, c'est-à-dire qu'on allait jusqu'à Saint-André-de-Cubzac. C'était le seul outil chauffé, couvert, qui existait. Saint-André-de-Cubzac a lancé son plan piscine il y a 2 ans ou 3 ans, et qui est rentré en service en avril 2023. Nous, on a tergiversé, on a perdu pas mal de temps, le Covid ne nous a pas aidés là-dessus, mais enfin on a réussi à lancer ce projet, ce beau projet de piscine. Le Covid ne nous a pas aidés pour 2 choses. Le coût de la matière a augmenté, les intérêts ont augmenté,
tout a augmenté, mais enfin nous, c'était lancé, il fallait réaliser ce projet. Et qui va répondre, alors entre Saint-André-de-Cubzac, comme je vous dis, et nous, ça veut dire qu'on va pouvoir répondre à un besoin et couvrir un besoin et une nécessité, car en piscine chauffée, accueillant du public, il fallait aller à Jonzac. Et Jonzac, vous avez 40 km, plus d'une demi-heure de route. Et là, Saint-André, c'est en Nord-Gironde, nous en Nord-Gironde, ce qui fait qu'on va se partager les lycées, collèges et écoles, entre autres, pour l'apprentissage de la natation. Et donc c'est très bien. Dans cette structure, il y aura hammam, sauna, jeux d'eau pour les enfants, enfin quelque chose qui répondra aux besoins actuels. Il y a 40 ans, c'était un autre besoin, les idées n'étaient pas les mêmes. Maintenant, voilà. Et là, on est en train de rentrer dans le choix. On lance la rénovation de la plaine des sports, donc on va refaire tout l'arrosage du terrain qui est le terrain d'honneur. On refait la piste d'athlétisme. Comme je vous ai dit, la salle de musculation, elle devrait voir le jour en juin. Et normalement, en juin, ça devrait ouvrir en juin. Ce qui fait qu'on va avoir un complexe juste extraordinaire. Et on joue aussi pour être reconnu comme la ville sportive du Nord-Gironde. On prétend à ça. Et pouvoir apporter, encore une fois, je vous le dis, à toute notre population Nord-Gironde, un outil mis à leur disposition à tous, quoi. C'est une façon, je vous dis encore une fois, de partager la chance que l'on a d'avoir ces retombées de la centrale. Voilà. Nous, on a mis tout pour l'intérêt général, la commune met tout sur l'intérêt général, pour la jeunesse, et pouvoir répondre à tous nos jeunes. Sur la commune, vous pouvez voir aussi, on a la chance d'avoir le centre de la communauté de communes qui est juste en face de la piscine. Donc la communauté de communes est implantée sur Brouët-Saint-Louis. Les bâtiments appartiennent à la commune. On a mis à disposition ce bâtiment, ça a toujours été, mon prédécesseur l'avait fait, voilà. On a eu aussi la chance de pouvoir réaliser, juste en face, vous pouvez voir qu'il y a quelques installations sportives. On a créé aussi un skatepark qui à l'époque, c'était en 2004, je pense que l'on avait fait ça. Il n'y en avait pas dans le coin. On avait fait un city park et un skatepark, déjà qui était... on a eu des manches de la Coupe de France à l'époque, qui étaient venues se dérouler là, auxquelles on avait adjoint aussi. Alors l'emplacement n'est peut-être pas idéal, quelques modules pour la remise en forme qui sont attenantes à ça. Là-dessus est venu se greffer, juste en face, par un terrain dont la commune a fait don à la communauté de communes. Et la communauté de communes a réalisé, juste derrière les sapinettes, là, un centre aéré intercommunal. Donc, vous voyez, grâce à tout ça, on a une commune qui répond à pas mal de besoins criants pour notre Nord-Gironde. Parce que là, c'est pareil, c'est un outil qui est juste exceptionnel, qui accueille un nombre important d'enfants. La superficie, ça doit être 1500 m², me semble-t-il, de mémoire ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose, et doté de services uniques, puisqu'il y a des encadrants, il y a un personnel de haute qualité. Et c'est juste pour les parents qui ont des enfants, quelque chose d'extraordinaire. Que dire encore j'essaie de vous décrire la commune comme ça en 2 temps. On a aussi la chance à l'époque de n'avoir pu. Tout ça, c'est grâce à des idées bien pensées et des échanges que l'on a eus. Le Nord-Gironde était sur la création d'un centre de vieillissement handicapé depuis 1996. Et ça tournait en rond, Bordeaux le voulait pour eux, tout ça. Et moi, lors de ma prise de fonction, j'ai réussi à réunir une superficie de terrain telle que la commune possédait 30 000 m² de terrain, dont on a fait don au conseil départemental de l'époque, et qui a, de par cette opération, a permis à Brouët-Saint-Louis de recevoir le centre de vieillissement handicapé, qui est un petit peu plus loin, vous verrez là, qui accueille 75 handicapés vieillissants, qui a été qui a fait par cette création d'emplois, entre 75 et 80 emplois créés pour ce lieu-là,
Donc c'est quelque chose qui a été bien pensé, bien réfléchi avec la communauté de communes, puisque c'est pas par hasard que ça atterrit là, quand même. Ça a été des années et des années d'études et de combats afin de pouvoir amener ça là. Et entre autres, vous qui êtes de futurs ingénieurs, me semble-t-il, le combat qu'il y a eu à mener dans le choix de l'architecte pour réaliser ce bien. Et à l'époque, je faisais donc partie de la commission de sélection. Et quand vous sélectionnez un architecte, vous n'êtes pas forcément aimé des autres. C'est comme ça. Que voulez-vous il faut faire un choix. On avait fait un choix qui me semblait être le plus pertinent et qui répondait, puisque ça se fait vraiment dans la nature. C'est de plein pied, avec une vue sur la nature. J'ai vu le jour de l'inauguration de ce lieu, des parents pleurer car leurs enfants allaient enfin pouvoir avoir un lieu de vie qui leur était attribué et pouvoir enfin prendre des vacances, chose qu'ils n'avaient jamais pu faire. Donc les enfants, enfin les jeunes et moins jeunes, parce que c'était des personnes quand même qui avaient un certain âge, étaient juste heureux d'avoir un chez eux. Et voilà, et puis des parents qui étaient juste ravis d'enfin pouvoir un petit peu souffler parce qu'ils savaient leurs enfants heureux et qu'ils pourraient eux aussi, tout en les suivant, profiter un petit peu de la vie. Voilà, après écoutez, je ne sais pas, je ne vais pas occuper tout l'espace et tout le temps. Je vais passer la parole à mon secrétaire qui lui peut-être rajoutera ou affinera ou vous donnera plus d'informations que moi je n'ai su vous donner. On peut peut-être faire le lien aussi avec le projet Petite Ville de demain. Pour votre centre-bourg, peut-être sur le volet habitat, s'il y a des projets. Voilà. Mais oui, c'est vrai qu'il y en a. Il y a tellement à développer. Oui, il y a tellement à développer sur Braux qu'il y a de quoi. Sur le Marais, oui. Ouais. Mais sur Petite Ville de demain, nous, ce qu'on avait envisagé, c'est de se servir de l'étiquette de capitale sportive du Nord-Gironde, justement, pour miser là-dessus. Donc, ce qu'on a imaginé, c'est vraiment tout un cheminement pour relier le bourg. Donc, qui est situé plus par là-bas. On voit la maison avec la sirène, c'est la mairie. Donc, en fait, ça se développe de là-bas jusqu'à après le centre Eva. Et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir relier tout ça en cheminement doux, quoi. C'est ce qui se fait de plus en plus. Les écoles, qui est juste derrière, là. Et on a aussi le projet de la maison partagée, qui se situe aussi juste derrière les terrains de tennis. Tout est lié, tout est concentré quand même dans le bourg, même si on est à la campagne, on a des hameaux avec des petits villages éclatés, mais qui ne sont pas forcément reliés par des pistes cyclables pour l'instant, même s'il y a des projets. Mais bon, c'est très compliqué à faire des pistes cyclables à la campagne, parce que ça demande du terrain, et puis les gens ne veulent pas forcément rouler sur la route, parce que les petites routes de campagne, on roule vite, malheureusement, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Que dire d'autre? Je ne sais pas, c'est plus... si vous avez des questions. On souhaite aussi, on part aussi sur un plan de réhabilitation de toute l'école, quoi. Puisque l'école, c'est pareil, c'est quelque chose qui date, qui avait été refaite à l'époque de la centrale, c'est-à-dire dans les années 70, et puisque la centrale a commencé en 75, et les écoles avaient déjà eu pas mal de faits, puisqu'à l'époque, en 1978, sur la commune de Braux et Saint-Louis, il y avait quand même une densité d'ouvriers qui était de 4800 personnes pour la construction et la réalisation de la centrale, sans aucune infrastructure d'accueil. Il n'y avait pas de bar, pas d'hôtel, pas de restaurant, il n'y avait rien. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu les gens arriver, ils ne savaient où aller. À l'époque, les personnels qui réalisaient les travaux sur la centrale se déplaçaient beaucoup en caravane. Donc vous n'aviez pas une maison sur Braux et Saint-Louis où il n'y avait pas au moins 5 caravanes dans le jardin, quoi. Ça se passait comme ça. Et puis après, moi j'ai eu la chance justement de pouvoir exploiter un bar, hôtel, restaurant à cette époque-là. C'était juste extraordinaire, quoi. Il suffisait juste d'être vaillant. Il y en a qui, à cette époque-là, n'ont même pas su l'être. Mais c'est pas grave. Ils ont fait le bien de ceux qui étaient vaillants. Et après, ça s'est déroulé comme ça. Et les infrastructures ont été créées sur la centrale, où là, il y a eu de la restauration collective de créer tout. Et puis les gens, tout au coin, ça a arrosé, parce que la centrale, ça a arrosé tout le Nord-Gironde. Et je puis vous dire qu'à l'époque de Braux où le choix a été fait sur Braux et Saint-Louis, ça avait été... Le maire de l'époque était quelqu'un de très courageux. Il s'appelait M. Marceau. Et cette personne était laitier de métier.
et ils savaient déjà ce que voulait dire taxe professionnelle. Parce qu'il faut savoir que la centrale avait été refusée par la ville de Blaye, par la ville de Saint-Androny, par nos voisins de Saint-Cyr-sur-Gironde, et que le maire de l'époque, lui, avait eu le courage de dire oui. Ça, c'était pas dans la douceur quand même, puisque c'était l'époque où il y avait de la virulence, où le nucléaire faisait peur, et où on parlait d'Hiroshima et de Nagasaki. À l'époque, on vous présentait la centrale comme ça, et on va vous mettre une bombe atomique là. Donc lui avait eu le courage de dire oui et d'opter pour ça, ce qui lui a quand même valu d'être gardé par un cordon de CRS, parce que tout le monde voulait lui faire la peau. Et le pauvre monsieur a passé des nuits quand même un petit peu... Mais c'est pas spécial à Brou-Saint-Louis, en Bretagne c'était pareil, moi j'avais lu des... Et c'était pas si facile que ça. Maintenant, la centrale, elle a plus de 40 ans, elle fait partie du paysage. Il nous est arrivé d'avoir à faire, on est passé faire des sondages dans les maisons, tout ça. Les gens, bon, même vous savez que partout où il y a des centrales, il y a des comprimés d'iode qui sont distribués dans les familles et tout. Et quand vous passez dans les familles et que vous dites, vous vous rappelez où vous les avez mis, ben les gens ils ne se rappellent pas. Ils sont par là quelque part dans la maison, mais voilà. Donc pour vous dire, mais ce n'est pas que pour Beau et même autour. La centrale maintenant, ça fait partie du paysage. Il faut savoir aussi que la commune a candidaté pour l'EPR, pour 2 EPR. Là. Alors, pour le moment, il y a trois sites qui sont retenus. Nous, on souhaite être retenus de façon à perdurer dans le temps, parce qu'on n'est pas. On sait quand même que si notre Nord-Gironde perd cette centrale, l'emploi sera difficile, puisque là, c'est quand même, là, à l'heure actuelle, puisqu'ils sont en révision, c'est plus de 4000 personnes, entre le personnel EDF et les intervenants, c'est plus de 4000 personnes. C'est entre 50 et 60 millions d'euros de travaux qui sont faits sur la centrale par an. C'est 70 à 75 millions de recettes pour le département. Et c'est 10 000 personnes, les retombées se situent sur 10 000 personnes du Nord-Gironde. Donc c'est juste extraordinaire. Ça a permis aussi, puisque la communauté de communes est une communauté de communes qui entreprend, qui a créé à Saint-Aubin une zone économique, et sur Régnac un centre de formation. Et entre autres, ils forment les gens pour la maintenance nucléaire. Donc ça, c'est plein de choses qui sont engagées. Et voilà. Et ne pas... Si ça doit s'arrêter un jour, bien que là, on est à 40 ans, elles sont à 50 ans, et moi, je serai certainement plus là pour le voir, malheureusement. Mais vous savez que ce type de réacteur a été créé en Amérique pour une durée de vie de 80 ans. Il y a un des anciens directeurs là, qui est parti au Canada pour faire les études, tout ça, et je l'ai revu, et moi je pense qu'ils recontinueront, certainement qu'il y aura... Il n'y a qu'une chose que l'on ne peut changer sur les centrales, c'est la cuve. La cuve, vous ne pouvez pas la changer. Mais tout le reste, autour, tout ce qui sont les aménagements internes, tout ça, ils interviennent, ils améliorent, ils se servent aussi des retours d'expérience malheureux pour mettre en conformité et en sécurité leur centrale, puisque nous, en 99, on a été impacté par la tempête de 99, où, à l'époque, EDF n'avait pas envisagé une telle montée des eaux. Donc les digues de bord d'estuaire étaient à une certaine hauteur, c'était dans les cahiers, ils devaient les rehausser, c'était prévu de les rehausser dans les années qui allaient suivre. Malheureusement, ça n'a pas été fait, et il y a eu, lors de la tempête de 99, une surverse. L'eau est passée au-dessus de la digue et est rentrée dans la centrale. Et pareil, ça n'avait pas été prévu dans la création et la réalisation de cette centrale. Ils n'avaient pas pensé que l'eau pouvait s'infiltrer dans les galeries. Parce que là, vous avez des galeries, vous avez R+1 ou -1 ou -2. Et l'eau est rentrée dans ces galeries-là. Il n'y avait pas de porte d'étanchéité interne à la centrale. Il n'y avait pas non plus dans tout ce qui est gaine technique qui permettait la circulation des câbles et des tuyauteries sous la centrale. Il n'y avait pas d'étanchéité, ce qui fait que l'eau est rentrée dans une ou 2 unités là. Donc ils ont eu très peur, mais enfin ceux qui étaient à la maintenance ou au fonctionnement ont eu les gestes qu'il fallait, voilà. Après ça, justement, après cette tempête, ils ont répondu à corriger ce défaut
qu'avait la centrale. Donc ils ont monté des portes étanches dessous, ils ont comblé les gaines de ventilation de façon à ce qu'il n'y ait plus de circulation d'eau possible, et puis à l'extérieur aussi. La digue a été rehaussée de je ne sais combien de mètres, mais là on doit être à 8 mètres et quelques, alors qu'elle était à 6 mètres, donc on doit être à 8 mètres et quelques. Voilà. En plus, là, dernièrement, l'an dernier, ils ont ceinturé tout le site de la centrale par une digue qui fait plus de 4 mètres de haut tout autour de la centrale, une digue de forte largeur et tout. Donc là, il se trouve que maintenant, je pense que la centrale est hors d'eau. Après, par rapport au sinistre qu'il y a eu au Japon, les groupes de secours permettant l'alimentation en électricité de la centrale ont été montés à 24 mètres de haut. Les groupes de secours, voilà. Donc ça a été monté à 24 mètres de haut sur des socles béton. C'est énorme, c'est juste énorme ce qu'ils ont fait. Donc ils ont quand même, je vous dis, de retour d'expérience de tout ce qui a pu se passer dans d'autres centrales, sous les réacteurs, en chambre, oui. Ils ont aussi fait, sous le réacteur, ce qu'ils appellent un cendrier pour le corium, ou je ne sais pas quoi, de façon à ce que s'il y avait une fusion, ça ne puisse pas descendre. Voilà. Donc, et puis c'est constamment qu'ils sont en travaux, en amélioration. Et vous savez que l'ASN les suit de près parce qu'ils sont sous l'autorité de sûreté nucléaire, qui font des visites inopinées et tout. Et c'est quand même suivi. En plus, je pense que la centrale est dotée de techniciens de grande valeur. Ils avaient créé aussi, dans les années 2000, ils ont créé, toutes les centrales ont été équipées de simulateurs sur lesquels s'entraînent tous les responsables de fonctionnement. Donc ils ont des simulateurs sur lesquels ils programment diverses pannes et puis voir à gérer ces pannes-là. Donc c'est quelque chose de suivi et de... Moi je pense qu'ils font preuve d'un grand professionnalisme. Et vous êtes intarissable sur le sujet. Oui, bon, mais j'arrête. Voilà, allez. Est-ce qu'on peut avoir des questions peut-être ? Les questions alors. Alors à venir, là c'est plus un terrain, enfin une maison qu'on doit acheter en préemption. Donc c'est en train de se passer chez le notaire en ce moment. Oui. Donc parce qu'il y avait des histoires familiales à régler d'abord. Mais le projet en tant que tel, on ne l'a pas encore travaillé. On y pense depuis fort longtemps. La dernière, ça faisait partie de la profession de foi. La dernière profession de foi, on avait, le Covid ne nous a pas aidé là-dessus, on avait rétrocédé aussi un terrain à une association qui s'appelle l'AMSAD, sur lequel devait être réalisée une maison pour maladies neurodégénératrices et Alzheimer. Malheureusement, ils ont été retoqués à l'ARS. L'ARS, c'est le moment où il y a eu le gros problème avec les maisons de retraite et où ils ont eu du grain à moudre ailleurs. Donc, ils ont resserré les boulons, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu obtenir les subventions nécessaires. Et c'est un projet qui, pour le moment, est à l'arrêt. Ce projet-là, c'est plutôt pour les associations, je comprends. Aujourd'hui, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, on n'a pas avancé. L'idée, c'était vraiment... partager, c'est pour les personnes vieillissantes. Voilà, c'est ce qu'on entend parler à la télévision. Voilà. Une résidence pour personnes... Voilà. Souhaitant ne pas aller dans une EHPAD. Avoir 5-6 chambres voilà. Et des lieux de vie communs. Comme ça, ils peuvent manger ensemble et recevoir des soins, ce genre de choses. Et c'est rapporté par la commune ? Oui. Vous avez parlé aussi des opérations de logement, si j'ai bien compris, ensemble. On a un petit lotissement de 6 terrains que l'on va mettre à la vente là, pour les primo-accédants. C'est ça. Voilà. On a déjà fait de réalisation d'un tel projet. On a réalisé deux petits lotissements en primo-accédants de 6 terrains. Alors c'est des terrains que l'on livre, que l'on réalise et que l'on livre, clôturés, tout, ils n'ont plus que le portail à mettre. Ils ont de l'eau, ils ont de l'électricité, ils ont tout. Quoi. La mairie est maître d'ouvrage de l'opération. Ouais. Voilà, du lotissement. Voilà.
On en a eu avec Gironde Habitat, Après, Gironde André Beau Habitat. aussi peut-être, Ouais. je sais plus. Gironde Habitat, c'est pareil. Gironde Habitat, la commune avait offert à Gironde Habitat un terrain de 8000 m² sur lequel ils ont réalisé 19 logements. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a eu de belles réalisations. Si vous regardez la photo satellite du bourg, vous le voyez, il y a 3-4 lotissements différents qui se répartissent un peu autour du bourg. On a aidé aussi à Pas tous l'installation fait et la création de 2 entreprises et qui travaillent entre autres pour la centrale et pour toute la France. C'est une qui s'appelle CIGEDI, une entreprise de tuyauterie, ferronnerie, tout ça, qui est installée sur un terrain qui était à la commune, que là on leur avait vendu le terrain. Et on a aidé aussi une autre installation, c'est de l'infographie qu'ils font, de l'infographie, et qui a en relation aussi avec le monde du handicap, voilà, et qui a créé 50 ou 60 emplois, et qui a été un chantier et une bataille pour arriver à construire, puisque Braux, malheureusement pour la commune de Braux, on est impacté suite à l'inondation de 1999. Tout le marais a été classé en zone inondable. Donc on a perdu toute la constructibilité de tout le marais. Et avec le fait PPRI. qu'eux, ils ont pris les cartes et ils ont fait... Ça fait que là, de ce côté c'est bon, de l'autre côté de la route, vous êtes en zone inondable, vous ne pouvez pas construire. Donc, alors qu'il y a des maisons partout et qu'on est à 5 km de l'estuaire. Et là-dessus, en plus, la cerise sur le gâteau, pour nous en mettre une couche de plus, on a été impacté aussi par la loi littorale. Alors vous voyez, là on est à 5 ou 6 km, à Zac ça fait 15 km et on nous interdit de construire là-bas à cause de la loi littorale. Alors moi je suis un peu fou puisque j'ai connu une époque où quand on avait créé la carte communale, on était la commune de Braux est la deuxième commune de Gironde, 6200 hectares. On se retrouve, donc j'étais heureux puisque à l'époque on avait 30 hectares de constructibles en carte communale. Pour réaliser cette carte communale, quand les services de l'État étaient venus, il fallait créer l'assainissement collectif, tout ça. Donc la commune, à l'époque, c'était en 2006, on s'était mis 4,5 millions, on a créé l'assainissement collectif, puisque le bourg, lui, était en assainissement collectif, mais tous les hameaux autour n'y étaient pas. Donc, je vous dis, la commune est très vaste et très grande, on a créé l'assainissement collectif. Donc, les lieux-dits, ça ne vous parlera pas, mais moi, je tiens à vous les dire. Il y avait les Alains, les Pâques, Azac, la Grosse Reille. Donc c'est des kilomètres et des kilomètres de mémoire. J'aurais dû réviser ma fiche technique pour vous donner les longueurs. On a créé une autre station d'épuration. Donc on couvrait la commune à plus de 90% d'assainissement collectif, ce qui était relativement bien. Là-dessus, vous savez qu'on avance et l'État avance aussi. Les cartes communales, il fallait passer en PLU. Donc on passe en PLU. En PLU, là, c'est pareil, les services de l'État arrivent, crac, 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 on tombe à 15 hectares. Moitié, là. Donc on avait installé de l'assainissement collectif. On avait dépensé des sous et là, c'était plus constructible. Donc gros problème aussi au niveau des gens qui avaient un terrain d'une certaine valeur qui se retrouvent avec un terrain qui est agricole et point à la ligne. Et c'est les conséquences dont ces gens de l'État ne s'aperçoivent pas, mais ceux qui arrivent et qui ont des enfants, quand ils font les partages, bon, toi tu auras la maison de la grand-mère, toi tu auras le terrain à bâtir. Ouais. Celui qui a la maison de la grand-mère, ça va, celui qui a le terrain à bâtir, eh bien, il plante des radis après. Donc vous voyez un peu les problèmes que ça crée dans la vie de tous les jours pour les personnes. Ceci dit, on rentre après sur le PLUI. H. Alors là, c'est encore une autre mouture. Et encore une fois, là, eh bien, vous avez les agents de l'État qui arrivent. Alors, quand on avait créé la carte communale, on nous demandait, ils ne voulaient plus de linéaire, puisqu'ils considéraient que le linéaire, c'était un rideau que l'on créait pour la vision de l'arrière-pays. Ils ne voulaient plus de mitage. Le mitage, c'est-à-dire que celui qui a un terrain au milieu de rien, il mettait une maison, il consommait de l'espace, et tout ça nous était interdit. Ce qu'ils nous demandaient, c'était de densifier les hameaux et de boucher les dents creuses. Mais là, avec la loi littorale, tout ça s'éteint, vous n'y avez plus droit. Eh bien, écoutez, moi j'ai l'impression d'occuper tout l'espace là, donc alors allez-y, posez-moi des questions, posez des questions, mais. J'ai juste une question parce qu'à Saint-Cyr, en fait, pour les logements des jeunes, ils avaient un gros problème parce que c'était vraiment une complexité pour eux. Du coup, est-ce qu'ici aussi c'est vraiment complexe de loger les jeunes ou moins qu'à Saint-Cyr? C'est une chose à laquelle on pense et on réfléchit aussi. Voilà, puisque on a aussi quelque part.
on a fait des acquisitions. Moi, je dis qu'un maire, il se doit de se projeter dans le temps. Donc, chaque fois qu'il y a une acquisition, il faut essayer de penser à l'avenir. Et on a pensé à ça et on a la matière. Maintenant, à nous de la mettre en place et de la développer tout. Mais le problème est qu'on a tellement de choses à Bro, même si on a des moyens, on a tellement de choses à faire et le Nord-Gironde est tellement en retard sur pas mal de choses. Alors j'ai mes collègues, certes, qui rêveraient d'avoir notre budget, mais malheureusement, ils ont plein d'idées aussi, mais ils n'ont pas les moyens, encore moins que nous, pour les réaliser. Donc ils avancent moins. Et après, nous, tout retombe un peu sur Bro, parce que tout le monde compte sur Bro. J'ai pas une semaine où j'ai pas des coups de téléphone pour des logements d'urgence avec des personnes à reloger, mais on a beau essayer de répondre le plus possible, on ne peut pas non plus répondre à toute la misère. Je sais qu'à l'heure actuelle, vous savez que sur Bro, on a un logement d'urgence, c'est certes qui est souvent plein. On a la résidence dans laquelle vous vous trouvez. La résidence dans laquelle vous vous trouvez, mais vous voyez, normalement c'est une résidence hôtelière. Alors là, on a reçu malheureusement une dame qui avait des problèmes au sein de son couple. On a encore un couple, une famille d'Ukrainiens, puisqu'on avait deux familles d'Ukrainiens qui étaient logées où vous êtes là. Donc c'est juste des gens, on est heureux d'avoir pu leur venir en aide et c'est que du plaisir pour nous. Voilà, mais on peut malheureusement pas répondre à tout. C'est vrai que souvent de fois, on a tendance à frapper à notre porte, mais on ne pourra pas. Alors un jour c'est un jour et dans une journée, vous ne faites pas une semaine de travail. Alors on a beau s'investir, après, dans le domaine, parce que c'est pareil, on a Terre d'Oiseau. Terre d'Oiseau, c'est une propriété de 120 hectares qui avait été achetée en 2002. C'était une friche industrielle, c'est-à-dire que c'était un lieu où, quand ils ont créé la centrale, quand la centrale a été créée, quand ils l'ont créée, il a fallu qu'ils fassent une fouille de 25 mètres de profond sur la surface de la centrale pour pouvoir construire cette centrale dans le marais. Et les terres qui avaient été extraites à cette centrale ont été rapportées au port des Calanges, que vous aurez, j'espère, vous y êtes allé voir? Voilà. Donc, là où est Terre d'Oiseau, c'est le lieu de rejet des bouts de la centrale. Quand ils ont créé la centrale, ils avaient endigué 120 hectares dans lesquels étaient rejetés les bouts de la centrale, qui ont ressué, c'est-à-dire que l'eau est partie, et c'était devenu une chasse industrielle. Et en 2002, la commune a racheté cette propriété et on l'a renaturée, remis. Ce qui a été fait, ça a tout été fait par nous. Aucun cabinet n'est intervenu là-dessus, à part pour Oui, non, mais moi je tiens à dire ce qui est dit. Tout ce qui a été fait, c'est la commune qui l'a géré, mis à part après pour le mobilier, tout ça qui a été installé. Mais on s'est débrouillé de tout seul et ça a été reconnu et utilisé et même copié pour être porté ailleurs. Voilà. Bon, puis j'arrête parce que j'ai l'impression, je vous dis, Voilà. Est-ce que vous constatez des manquements ou des problèmes en termes de services culturels, par exemple? Culturels ou de loisirs? Écoutez, les services, nous sur la commune, j'estime qu'on est doté de pas mal de services. C'est pareil, nous, la commune, on était doté d'un CCAS. Le CCAS, la loi a fait que les caisses de retraite ne voulaient plus nous payer les interventions. Nous, on avait créé un service d'aide à domicile, tout ça, dont on était fiers et c'était du sur-mesure. Mais malheureusement, la communauté de communes étant là, c'est elle qui avait la compétence et les caisses ne voulaient plus nous payer. Donc on a dû laisser la communauté de communes prendre en charge l'aide aux personnes âgées. Ils ont repris les agents que l'on avait au sein de la commune chez eux. Ils sont devenus agents de la communauté de communes, voilà. Mais on a perdu cette proximité que l'on avait avec nos personnes âgées, qui était juste pour nous un bonheur, puisque la plupart du temps, les intervenants qui intervenaient chez nos personnes, ils les connaissaient ou ils connaissaient leur famille, tout ça. Alors ça, dans la vie de quelqu'un qui vieillit, ça compte quand même. Il y a quelque chose qu'on en a pu réussir à maintenir quand même, qui est unique en Nord-Gironde, enfin chez nous, c'est qu'on a une cuisine aux écoles de grande valeur et où dans les années 90, mon prédécesseur avait mis le portage des repas aux personnes âgées, et repas chauds. C'est très, très rare parce que souvent, vous avez des gens qui passent, qui vous apportent et puis c'est à réchauffer. Là, c'est cuisiné, c'est des valises exprès et qui sont apportées chez les personnes. Ça permet d'abord aux personnes d'avoir peut-être la seule visite qu'ils auront de la journée par ces personnes qui interviennent.
c'est très bien cuisiné. Les doses sont telles qu'elles savent qu'elles peuvent manger et le midi et le soir, donc c'est que du bonheur pour elles. Et puis voilà, donc c'est des choses sur lesquelles on a un retour, un très bon retour. Voilà. Mais après, sur le domaine culturel à proprement parler, C'est les associations. Oui, surtout les associations. on a beaucoup d'associations. On a aussi une bibliothèque qui est point relais par rapport au service. Ce que fait. Le relais de Gironde. Non, ce que fait. Non, mais à la bibliothèque, ce que fait David. Ah, conseiller numérique. Quand c'est numérique. Quand c'est numérique. Voilà, bibliothèque. On a sur la commune aussi, ça avait été au moment de la création de la centrale, un CAT. Voilà. On a créé un centre de soins. On avait un petit centre de soins que l'on a refait. Et c'est à l'entrée de où vous êtes, là, la RHL. C'est la commune. On n'a pas été aidé par l'ARS, rien. On n'a eu droit à rien. C'est la commune qui a porté ce centre de soins, dans lequel on a 10 cabinets ou 12 cabinets. On a docteur, dentiste, réflexologue, kinésithérapeute, ostéopathe, diététicienne, on est bien doté, qu'on a un beau centre de soins qui fonctionne très bien. On avait une question là-haut aussi. Ah, allez. C'est-à-dire les lieux de convivialité, c'est si vous louez des salles. Voilà, on a la salle où vous avez pris le petit déjeuner ce matin, on a le phare là qui est à côté de la communauté de communes, qui était un lieu qui était dédié aux jeunes, mais pareil, qui continue à être dédié aux jeunes, où ils peuvent se réunir et se rencontrer. On a notre salle des fêtes. C'est plutôt ponctuel, on a des food trucks qui passent dans le bourg ou sur la zone. Et à l'entrée de la centrale aussi, je crois qu'il y a un petit réseau de food trucks qui tourne tous les jours. Et après, à Braux, le seul restaurant qu'il y a à l'heure actuelle, c'est celui de Terre d'Oiseau, où vous êtes allé hier, qui est un bar-restaurant, qui appartient à la commune aussi, mais qui est en gestion. Et la guinguette de l'autre côté. Et la guinguette de l'autre côté, côté Saint-Sié, qui est gérée par un CIVU, puisque ce port, la particularité de ce port, il est situé sur la commune de Braux et sur la commune de Saint-Sié, par moitié. Alors d'un côté c'est Braux, de l'autre côté c'est Saint-Sié. Et côté Saint-Sié, vous avez une petite guinguette qui est exploitée aussi du mois d'avril au mois d'octobre, me semble-t-il. Ouais. Voilà, et ce qui fait que ça répond quand même à un besoin de restauration, voilà, tenu par les jeunes, l'un et l'autre. C'est-à-dire que c'est pas qu'on n'arrive pas à les mettre en place, on les met mais c'est phasé. Mais on ne peut pas les mettre tous en place. Mais autrement c'est phasé, c'est bien phasé. Voilà. Là on est sur l'étude de l'école, ça devrait sortir l'an prochain. L'an prochain. Le lotissement, on a attaqué les travaux du lotissement. On a la salle de musculation, on a la piscine, on a ça, on va ouvrir, les plis doivent revenir, c'est la semaine prochaine je crois, ou dans 15 jours. Là, on peut les ouvrir. Là, donc on va ouvrir les plis. Alors vous voyez que c'est pareil, je vous dis une semaine, c'est une semaine, et puis nous on ne peut pas non plus aller... Le problème c'est qu'il a plus d'idées que moi j'ai de temps pour remettre en place les projets après. Voilà. Il y a un phasage aussi entre eux. J'avais deux questions, qui ne sont pas forcément liées, mais la première, est-ce que si vous deviez dresser rapidement un portrait de la population de Saint-Cyr, de Braux aujourd'hui et celle de demain, en gros l'attractivité, le vieillissement, la présence des jeunes, la rotation, autour effectivement, 4 000 emplois directs, 10 000 emplois, donc ce sont des gens qui sont appelés à venir sur le territoire sur des durées qui ont l'air d'être assez variables. Ouais. Donc ça crée des mouvements de... Voilà. Et une autre question qui est directement liée, c'est est-ce que vous menez une politique, on a donc beaucoup de bâtis des années 70, des bâtis donc, dont les performances et les valeurs même foncières, de valeurs bâties vont chuter avec les futurs classements énergétiques. Est-ce que vous menez une réflexion qui est liée en fait la remise sur le marché ou la réactivation de bâtis qui vont devenir vieillissants, même si ils n'ont que 40 ans, et une dynamique d'accueil ou pas de population, alors en lien évidemment avec les autres communes. Pour nous, voilà.
Oui. Sur la démographie, Ouais. d'abord. La démographie, moi, quand j'ai pris mes fonctions, il y avait 1200 habitants. On est à 1600. D'accord. Après, moi, je ne tiens pas non plus à passer. S'il y en a certains qui rêvent d'avoir 2 ou 3000, il faut savoir rester. C'est pas le tout, oui. Si j'étais sûr de prendre que le bon, je signe. Voilà. Mais il ne faut Après, pas c'est aussi fermer. profil. Moi, je ferme la porte à rien. Quant Le à. profil de la démographie, c'est plutôt vieillissant. Et on le voit, nous, cette année, avec les chiffres de l'école. Enfin, depuis 2 ans, c'est vraiment en baisse. Parce que autant il y a 4000 personnes par jour qui travaillent sur la centrale, autant ces 4000 personnes, ils ne n'habitent souhaitent pas pas. chez nous. Ils ne souhaitent pas forcément habiter chez nous non plus, quoi. Et puis c'est difficile de les capter, de les retenir. Peut-être le manque d'attractivité du Nord-Gironde en général ou des grandes villes. Est-ce que c'est l'offre culturelle? Ça, on ne sait pas trop le définir, on ne sait pas. Alors, il y a beaucoup de saisonniers, enfin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de D'intervenants prestataires extérieurs. qui naviguent entre les différentes centrales, d'où la RHL, donc notre résidence de loisirs. Le camping. Il y a énormément de logements sur tout le secteur qui sont De chambres. qu'on appelle des logements pour la centrale, des gens qui louent exclusivement pour la centrale parce que c'est toute l'année, c'est à la semaine, 2-3 jours, quoi. Après, sur l'évolution démographique, nous, on a vu un changement avec le Covid. On a vu un retour vers nous juste période Covid, 1 an, 2 ans après. Et puis derrière, un retrait, parce que les gens qui sont partis des villes en se disant en fait, que la qualité de vie, elle était mieux à la campagne, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas forcément à vivre à la campagne non plus, parce qu'il n'y a pas les services de la métropole et compagnie, quoi. Et quand ils sont à la campagne mais qu'ils travaillent à la ville, les bouchons tous les jours, c'est pas possible, quoi. Donc ils préfèrent y retourner. Donc on a vu un va et un vient, quoi. Maintenant, La bizarrerie de Bro aussi, c'est qu'à l'époque de la construction de la centrale, EDF avait fait construire sur la commune, on a 1, 2, 3, 4, 5 cités qui étaient faits pour loger les agents de la centrale. Donc les agents de la centrale de cette époque-là ont vieilli, ont grandi, les enfants ont grandi, et, ce qui fait que l'école a été agrandie aussi. Parce qu'il y a eu beaucoup d'enfants de la centrale qui étaient là. Et ces personnes vieillissantes sont reparties pour la plupart vers leur lieu de naissance, souvent, ou ont été ailleurs. Et après, dans les nouvelles générations qui sont arrivées sur la centrale, peu de gens veulent venir à Bro. Donc ils vont vers Saint-André, voire Bordeaux. EDF leur mettant en plus à disposition, souvent de fois, ils ont une voiture chacun. Donc au lieu d'être à 2 ou prendre le bus, c'est des norias de voitures qui passent. Donc, ce n'est pas facile à capter cette population. Ceci dit, Bro est quand même choisi par son attractivité sur tous les équipements que l'on a. Et on l'a encore vécu, je l'ai encore vécu, j'ai eu la chance de le vivre, puisque la pharmacie a été à vendre. Et c'est un jeune qui est venu s'installer, qui a pris le relais, justement de par tous les équipements dont dispose Bro et tous les services dont dispose Bro. Parce que Bro, de par toutes les associations, on répond, il y a le tennis, je vous ai dit, il y a la gymnastique, il y a le basket, le football, l'athlétisme, tout ça, on a tout ça, donc c'est attractif, c'est quand même pour les parents. La boxe, on a refait un dojo aussi, j'ai oublié dans tout ce que... Il y a un dojo là qui est... et sur la rénovation des bâtiments. Et sur la rénovation des bâtiments, quand je disais qu'au niveau de la construction aussi, vous savez que j'ai parlé de la carte communale, du PLU, du PLUH. À chaque fois que je suis en réunion, j'ai eu l'occasion, pas de me friter, mais de questionner les agents de l'État qui nous, je tairai le terme, ils sont pour économiser l'espace de façon à garder de l'espace pour la culture, pour l'agriculture, tout ça. Moi, je suis d'accord avec eux. Mais à côté de ça, je vois des permis de construire qui m'ont été refusés pour un changement de destination de bâtiment. Un changement de destination de bâtiment, ce n'est pas une consommation d'espace. C'est-à-dire que le monde agricole vieillissant, quand on a arrêté que, il y en a qui réhabilitent des écuries en maison, et il y a des maisons, il y a du bâti de valeur quoi, qui peut être reconduit ou repensé et devenir une maison d'habitation, on l'a vu ailleurs. Et quand je vois qu'on nous refuse ça, ou même sur des ruines, quand vous n'avez pas les moyens de refaire une maison vieillissante, que malheureusement la toiture tombe, voilà, vous n'avez pas les moyens. Par contre, vous avez un de vos enfants ou vos petits-enfants qui arrivent, qui ont eux les moyens,
ils ne pourront pas reconstruire puisqu'il n'y a plus le couvert. Et donc moi, c'est des choses qui, alors que ça ne consomme pas d'espace, ce serait réhabiliter et faire revivre des vieilles pierres qui ne demandent qu'à ça. Après, comme vous l'avez dit, c'est sûr qu'on se heurte. Même quand il y a les OPH, les opérations de rénovation comme ça, le reste à financer, le reste à charge toujours, est tellement important. important que les gens n'ont pas. Après, c'est vrai qu'en plus, on est impacté par les normes ISO 2012 et ISO 2020 qui font que, et encore plus drastique maintenant, qui font qu'il y a tellement à mettre pour habiter dans une maison maintenant, pour gagner certes sûrement des degrés, je ne sais pas, mais tout ça, ça se discute aussi, parce qu'un pull vert, ça peut remplacer des degrés au radiateur. Moi, je suis d'une génération où je puis vous dire, les courants d'air, il y en avait. On ne risquait pas de mourir asphyxié dans une maison. Et le poêle, il était prisé parce qu'on essayait d'être devant le poêle ou la cheminée. Bon, on n'en est pas mort. On a vécu quand même. C'était une autre époque, certes. Et voilà, bon. Allez, et puis j'arrête. Écoutez, je vous laisse parler, je vous écoute. Parce que... D'autres questions ? Allez-y. Vous avez un espace dédié où les habitants ils peuvent être invités à s'exprimer, par exemple, le fait qu'il y ait une personne qui travaille à la centrale mais qui n'est pas autant qui n'est pas travailler à bureau, est-ce que les habitants ils ont leur avis à donner là-dessus, ils doivent trouver une solution là-dessus? Pas trop, parce que c'est des gens, c'est des itinérants. C'est un peu comme les itinérants du spectacle, ils viennent là, mais demain ils seront à Golfech ou ils seront à Gravelines ou ils seront... C'est des gens, leur métier, c'est des itinérants du nucléaire, quoi. Donc ceux-là, ils ne se fixent pas. Ils ont un chez eux, mais qui est ailleurs. Il y a la construction même, mais peut-être qu'on manque de temps d'attache du territoire. Après, quand vous avez un travail qui dit que vous devez être aujourd'hui là et demain là, écoutez, vous savez ce que vous n'êtes pas sédentaire. Les sédentaires, c'est quelle est la part d'itinérants et de... La centrale, c'est 1300 ouvriers. Les intervenants, c'est plus de 2500 à 3000 qui interviennent là. Et en plus, c'est phasé. C'est suivant le degré de révision de la centrale qui se situe, il y a le stade 1, 2, 3 ou 4. Et suivant le degré, ça va de 1 à 4 mois, voire 5 mois de révision. Voilà. Alors quand vous êtes pour un mois, vous passez un mois et puis vous repartez ailleurs sur un autre chantier. Si vous êtes sur 4 mois, soit vous avez un gîte, vous louez un gîte, soit vous avez une caravane ou quelque chose, puisqu'il y en a beaucoup qui vous n'avez qu'à voir le camping, il y a pas mal de caravanes. Voilà. Voilà, mais c'est uniquement, il est réservé à la centrale, et c'est des gens qui travaillent sur la centrale et le camping. Là, c'est plutôt vide en ce moment, le camping. Ah non, là il s'est bien rempli. Là. Ah oui là. Mais bon, c'est pas toujours... Ouais, mais c'est des gens du voyage qui interviennent sur les centrales. Et même si ils sont là que pour peu de temps, ce serait pas intéressant d'avoir au moins un resto entre collègues. Si, mais le problème, c'est l'initiative privée aussi. Nous, on a beau avoir des bâtiments, on le voit sur tout le secteur, les restos, ils ferment plutôt qu'ils ouvrent en ce moment, quoi. C'est... ouais. Sur et puis moi, je peux en parler savamment, puisque moi, je vous ai dit, moi, j'avais un hôtel, restaurant, station-service, bar. J'avais 32 chambres. J'avais 32 chambres. À un moment, j'avais même 40 chambres. Quand j'ai mis mon établissement à vendre, personne n'en voulait. J'avais un collègue à Étolier qui était un petit peu plus vieux que moi, qui avait mis son établissement à vendre. Il a pris ça là, il a réussi à vendre, il avait 75 ans. Voilà. Et c'est pareil, il avait mis à vendre en 2005 ou 2006. Vous voyez. À Saint-Cier, il y avait deux hôtels-restaurants à Saint-Cier. Et pareil, tout s'est éteint, aucun repreneur. Les bars, ils se sont éteints. Sur la commune de Brou et Saint-Louis, à l'époque de la centrale, il y avait 6 bars, il y avait 3 hôtels. J'étais le dernier des Mohicans et tous les autres se sont éteints les uns après les autres. Et c'était en quelle année? Moi, j'ai arrêté mon activité en 2011. Et c'était quelque chose où on avait du travail. Mais malheureusement, les 35 heures sont arrivées là, tout ça, et donc ça a tué un petit peu la restauration, parce que le domaine de la restauration, 35 heures, moi je les faisais tous les 2 jours. Voilà. Et à côté de ça, le restaurant du Maréno, là, au Calonge, il marche très bien, parce qu'il fait surtout pour la centrale. Tous les midis, il est plein pour... Hier, nous, on a dormi ici, et même quand on est sorti, on est allé au Spar, il n'y avait que ça. Ouais. Et on est allé rencontrer d'autres, les habitants qui étaient dans le même lotissement que nous. Et ils étaient à 3, ils faisaient un repas tous ensemble, alors qu'ils auraient pu potentiellement... Oui.
et à côté. Mais moi, j'ai pas eu cette chance et je peux vous dire que c'est la peine au cœur que quand moi, l'établissement dans lequel j'étais, il avait 100 ans d'existence. Je regardais l'article encore, j'ai gardé l'article, je regardais l'article et je peux vous dire que quand vous fermez, et moi, 2011, je pense encore, je rêve encore de mon établissement, je peux vous dire. Après, il y a le contexte rural aussi, quoi. C'est-à-dire que nous, on entend souvent, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de resto, tout ça. Et les restaurateurs à côté disent qu'eux, ils ne voient pas grand monde, justement, ils ne voient pas passer grand monde. Donc, est-ce que c'est le fait du bassin de population qui n'est pas assez fort? Ça, nous, on n'arrive pas trop à l'expliquer, quoi. Mais encore une fois, s'il n'y a pas l'initiative privée, s'il n'y a pas des gens qui portent des choses... Et encore une fois, je vais vous dire une chose, l'État ne nous a pas aidés. Moi, il y a 30 ans que j'ai tiré la sonnette d'alarme. 30 ans, vous entendez? Quand j'ai vu qu'on subventionnait des privés pour faire des chambres d'hôtes, des gîtes, tout ça, j'ai dit là, ils sont en train de tuer l'hôtellerie. Alors que nous, l'hôtellerie, on nous tapait dessus avec les normes d'hygiène, de sécurité, tout ça. Nous, ils descendaient chez vous, les portes coupe-feu partout, les détecteurs d'incendie partout, ils étaient constamment en train. Donc, j'ai vu sur Blaye, il y avait 2 beaux hôtels, des 2 étoiles, qui s'appelaient l'Olifant et le Bon Accueil. Chacun avait une trentaine de chambres. Vous y allez, tout est fermé, tout est fermé. Blaye, densité de 6 000 habitants à Blaye, les 2 ont fermé. Et moi, on s'est éteints les uns après les autres. Ce que j'avais prédit il y a 30 ans, c'est arrivé et maintenant, voilà. Vous mettez en place un outil sportif apparemment assez complet, de haut niveau, avec beaucoup de disciplines, etc. Est-ce que vous pensez que ça peut apporter une nouvelle population, attirer par exemple des clubs sportifs pour venir en stage ici pendant une certaine durée, ou attirer des publics, etc. Et à ce moment-là, est-ce que vous êtes susceptible de demander des logements, pourquoi pas des logements temporaires, pour pouvoir loger dans ces personnes? C'est le but. Mais je vais vous répondre. Quand on a créé ça, si on a créé les résidences hôtelières, c'est pas par hasard. On a créé la résidence hôtelière, c'était 120 personnes accueillies, agréées jeunesse et sport. Donc, moi j'ai eu, à l'époque j'avais encore mon hôtel, parce que là c'est pareil, avant que la résidence hôtelière, moi j'avais mon hôtel. Et pour vous dire en plus l'historique, puisque moi je suis rentré au conseil en 95, quand on a fait la résidence hôtelière, je devais voter, ça passe au vote au conseil. Et moi je savais qu'en votant la création d'une résidence hôtelière, quelque part je vidais mon établissement. Et j'ai voté pour, voyez-vous. Donc pour vous dire que je me protégeais. Et après moi j'ai travaillé quand même et autrement. Donc on avait 120 équivalents par jeunesse et sport agréés, mais dans la création de cette résidence hôtelière, ils n'avaient pas pensé à l'accueil de ces personnes-là. Et quand, dans mon premier mandat, on a donc réalisé la salle où vous avez déjeuné ce matin, qui correspond à pouvoir accueillir 150 personnes. Donc les gens pouvaient se restaurer sur place, puisqu'il y a un coin kitchenette et tout. Donc on a créé ça de façon à pouvoir, on avait comme ça le tout. On pouvait loger et restaurer les personnes sur place. Donc vous voyez qu'on s'était projeté quand même dans la question que vous êtes en train de poser. Quand l'inauguration de ce stade-là, à l'époque, moi j'ai vu Marie-Josée Pérec, Laurence Billy, Thierry Vigneron, Epal, tout ça. C'était l'équipe de France. J'avais l'équipe de France de marche qui venait chez moi, avant que la RHN soit l'équipe de France qui venait chez moi, de marche. Et l'entraîneur, il s'appelait Le Lièvre d'ailleurs. J'ai eu le lancer de javelot, j'avais tout ça. Donc c'était quand même prisé. Il y avait quand même un club aussi qui fonctionnait très bien. C'était un agent d'EDF qui était à la tête de ce club et c'était le feu de Dieu. C'était, voilà. Mais c'est le but, parce qu'on essaye de faire le lien aussi avec le centre de soins. Parce qu'entre la piscine et la salle de musculation, ce qu'on veut mettre en place, c'est une offre de sport santé, en lien avec les kinés, les ostéos, qui puissent nous envoyer des gens aussi pour faire de la rééducation, de la réathlétisation. Donc on ne va pas rivaliser avec le CERS à Cabreton, mais l'idée c'est de tendre un peu vers ça, quoi. D'avoir une offre globale qui soit... Enfin, on est de plus en plus dans le bien-être, là, dans l'évolution de la société. Donc si on peut répondre à ça, on pense que ça va marcher sur l'attractivité. On essaie de penser. C'est une question quand on prend un peu d'auteur et
dans la notion d'intercommunalité, vous avez effectivement sur cette offre très riche, en partie ciblée sur des enfants, des ados, des jeunes adultes non motorisés. Comment est-ce que vous pensez donc je sais que le maire Vicentier vient de nous en parler, des systèmes de liaison douce, vélo, tout ça pour essayer de venir, quand on est du territoire, dans les hameaux, etc., de venir pratiquer son sport sans demander aux parents. Est-ce que vous avez une réflexion là? Parce qu'on a toute ça envie d'imaginer que c'est une forme de centralité du territoire autour de la thématique de la sport-santé. Aujourd'hui, on l'a plus à l'échelle du bourg. Mais la communauté de communes après, est en train de travailler là-dessus, voilà. mais comme l'a dit Margot tout à l'heure, là on est sur une étude de déplacement doux, ce que l'on appelle les déplacements doux en vélo, mais comme l'a dit Étienne aussi, le problème c'est que moi je pense que c'est quelque chose qui pourrait être réalisable, mais entre le réalisable, le respecté et le possible, ça fait deux. Si on arrivait à faire que... ce qui me fait toujours peur dans tout, c'est le manque de civisme, puisque... Chacun de nous s'est déplacé dans des lieux où la voie est partagée. Il y a la route, mais vous avez des marquages au sol qui vous font dire que ça et là, c'est réservé au vélo. Vous pouvez l'emprunter s'il n'y a pas de vélo, mais quand il y a le vélo, c'est le vélo qui a la priorité. Mais ça, ce serait facilement réalisable et vite réalisable. Autrement, s'il faut de chaque côté acheter du terrain pour faire des pistes, là, d'abord, il y a des lieux où ce sera très difficile et où ça ne sera pas possible. Mais on est en train de travailler, il y a un plan là-dessus, Margot, c'est ça. Hein. Là, vous allez lancer avec votre commune un schéma de déplacement. Oui, il y a un schéma, oui, au niveau départemental en plus, c'est lancé. On a la traversée du bourg qui se fait par la voie qu'ils appellent la voie des deux mers. Là, dans le bourg, il y a la traversée de Sète à La Rochelle, je crois, voilà. Et vous verriez l'été le nombre de vélos qui passent là et qui s'arrêtent. D'ailleurs, c'est pareil, on en parle, on ne l'a pas mis en place, mais il faut absolument qu'on le mette en place. On veut mettre ce que l'on appelle le marché couvert, créer une station pour que les gens puissent réparer leurs vélos ou au moins contrôler leurs bicyclettes. Mais l'été, ce n'est pas une journée sans voir plusieurs dizaines de vélos qui passent avec des enfants, des familles entières. Vous avez parlé, c'est Royan 7. Oui, voilà, c'est ça. Là, il y a des ressources. Ah, mais bien sûr. Mais il y a plein d'aménagements à faire. Mais ça ne va pas se faire comme ça, on part de loin. Hein. Mais on y arrivera. Est-ce que vous avez une réflexion aussi sur la question de l'écotourisme et du tourisme rural qui a tendance à se développer un peu partout? Est-ce que ceci a des structures, des moyens de développer ce système-là et des structures pour accueillir mais disons que nous, avec la RHL, on peut répondre à ça. Mais ceci dit, voilà. Écotourisme, on a un site, c'est au niveau du centre de soins, je ne sais pas si vous êtes passé par là, il y a un rond-point, il y a une sorte de grand château, la paillerie on appelle ça, un grand château qui est posé au milieu d'un champ. Là, on a en idée de faire un appel à projet, à manifestation de projet, pour développer une activité autour de l'agriculture, l'agrotourisme, et la restauration. aussi. Paysagère de Total, à l'échelle de l'intercommunalité, il y a quand même un potentiel, il y a faire de oui, mais encore une fois, ce n'est si pas une compétence communale. Si vous saviez le nombre de projets qu'on a dans les cartons et qui sont durs à faire avancer et à sortir, là, le domaine de la paillerie, c'est un lieu qui avait été acheté par la commune en 1993, que l'on a eu de cesse de réhabiliter, puisque c'était voué à la ruine, et on a conventionné avec les compagnons bâtisseurs, et on a sauvé cette demeure qui était de 1700. On a réhabilité la coquille pour le moment. Maintenant, c'est le devenir d'intérieur. On a réhabilité la maison de ce que l'on appelait la maison du fermier à côté, sur laquelle on avait un projet. C'est pareil, on a passé des années où on devait avoir un projet, c'était par rapport à l'attraction animale. C'était au moment où le haras de Villeneuve-sur-Lot a fermé, là-bas, on avait été contactés et il y a des personnes qui étaient venues et on était parti sur un projet d'école de traction animale avec création de serres pour la culture, quoi, avec la traction asine, quoi. Ça devait être fait avec des ânes, ils devaient former avec une école et de formation pour la traction animale et tout. Et on a fait réhabiliter une bâtisse où on a mis des dollars
Et au moment de signer, la personne s'est désistée puisque c'était un particulier, mais qui voyait ses fins personnelles et non pas l'associatif, il n'en avait rien à foutre. Lui, ce qu'il voulait, c'était faire du gras sur notre dos. Donc c'est tombé à l'eau et au moment de donner la clé quand même, le bâtiment a été fait et tout. Et là-dessus, on continue à penser, comme le dit Étienne, on va lancer un appel à projet. Ce serait un centre de départ pour des balades, ce lieu-là, puisque c'est pareil. La commune, sur la commune, il y a des chemins de randonnée qui ont été créés par le conseil départemental à l'époque, dont un chemin de randonnée qui part du lieu-dit le Passage, qui rase, qui frôle un domaine qui s'appelle la Vergne. La Vergne, c'est une retenue d'eau collinaire, c'est un lac collinaire qui est sur la commune de Brault, la commune d'Étoliers, la commune d'Anglade, qui est traversée par des chemins d'exploitation. Et ça fait 20 ans qu'on est sur le fait de pouvoir traverser ce lieu à bicyclette, mais ce lieu est géré par un président qui est chasseur, braconnier, et on n'arrive pas à mettre en place, il a peur qu'on lui vole sa Vergne, alors que ce serait juste sublime et super de pouvoir traverser. Ça fait penser au Marcanterre. On pourrait traverser cette Vergne à bicyclette, en famille, tout ça, mais un lieu magnifique, et c'est 800 hectares, c'est pas rien quand même. Où là, mais là c'est sous l'eau, vous ne passez pas à vélo là. Mais où vous avez des canards, des cygnes, de tout. Vous avez de la faune, de la flore. Il y a tout, un lieu magnifique et qui ne demande qu'à vivre et à être partagé. Mais cette personne, lui, comme il est, voilà. Et le blocage, c'est lui. Alors, on essaie de contourner, j'espère qu'on va y arriver un jour, à pouvoir contourner et faire cette piste cyclable qui irait d'Étoliers, viendrait donc au domaine de la paillerie, on repartirait à Terre d'Oiseau, là-bas, à bicyclette, mais un lieu idyllique, quoi, quelque chose qui se partagerait. Et dans les gens, beaucoup de personnes attendent de tels lieux, quoi. Et c'est pas simple, je vous dis, c'est pas simple. Et c'est pas faute de se battre. Et croyez-moi que moi, ça me met hors de moi. Mais enfin, c'est comme ça. Malheureusement, si on pouvait changer certaines personnes, on est avec le préfet, le sous-préfet, tout ça, mais on n'arrive pas. Il arrive toujours à détourner et à avoir gain de cause. C'est ça le malheur. Après, c'est pas simple. Sur les réflexions pour développer des projets comme ça, nous, on peut faire que du ponctuel sur des sites, mais la compétence, elle n'est pas communale. Elle est à communauté de communes et département, donc c'est plutôt eux qui gèrent la politique, la réflexion globale. Nous, on va travailler sur notre site, mais après le reste... Et c'est pas simple pour la communauté de communes, puisque entre autres, c'est eux qui portent ce projet, et je puis vous dire qu'ils se fatiguent aussi. Enfin, on se fatigue tous ensemble, puisque moi, entre autres, je suis vice-président à la communauté de communes, et je siège à tout ça, et je puis vous dire qu'on y passe du temps, et malheureusement, moi, je vois les années passer, et puis ceux qui pourraient en profiter, ne pas en profiter. C'est là le dommage. Mais c'est pas spécial à Brault. C'est la première adjointe de Val-de-Livenne. Conseillère régionale et Lydia adjointe. Lydia Hérault. Lydia Hérault. Val-de-Livenne, c'est Marciac et Saint-Capré qui ont fusionné il y a quelques années. Voilà. C'est une commune nouvelle. Et je peux vous dire qu'elle compte pas son temps et bossée. Ouh là là. Vous avez une question, mademoiselle, tout à l'heure, non? Oui, il y a longtemps. Par rapport au commerce, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la vie commerciale de Brault? Est-ce qu'il y a un marché? Mais il y avait un marché. Alors, parce que là, on y est jusqu'à ce soir. Le marché, le marché, il y a... Il y avait... Brault était doté d'un marché aux primeurs, on appelait. Parce que Brault est une commune sur laquelle on récolte les asperges. À l'époque, il y avait les asperges, les petits pois, les fraises, tout ça. Et il y avait un marché 3 fois par semaine, le lundi soir, le mercredi soir et le vendredi soir, où il y avait 15 tonnes d'asperges qui se vendaient à chaque marché. Et en 2 heures de temps. Hein. Donc je puis vous dire qu'il y avait du monde. Et il y avait des gens qui venaient depuis Nantes chercher les asperges à Brault. Et bien, avec l'évolution, le coût de la main-d'œuvre étant, les gens ont fait, chacun se sont dotés de chambres froides chez eux, et le marché est tombé en décrépitude et a disparu puisqu'il n'y avait plus de chalands. Voilà. Donc, mais moi j'ai connu une époque où... Et là c'était bien parce que les gens venaient,
c'était plein de petits producteurs qui venaient, qui vendaient. Et aussitôt, il y avait 2 épiceries sur Bro à l'époque, de chaque côté du marché. Et là, ils prenaient l'argent et ils allaient faire leurs courses dans les épiceries. Tout ça, c'est mort. Ça a commencé, ça a été tué encore une fois grâce à l'État, qui, pour des petits producteurs qui étaient des retraités, qui ramassaient 10 bottes d'asperges, qui venaient vendre leurs 10 bottes d'asperges. Et un jour, on leur a demandé le code barre. Les douanes étaient là à les attendre et les pauvres papis et mamies, ils ont laissé tomber tout ça, voilà. Donc merci l'État encore une fois. C'était des gens qui vendaient leur sueur, mais qui faisaient pas de détournement de fonds comme des grandes structures. Mais enfin, ceux-là, on les a tués. Sinon, le commerce, on a le petit Proxy, qui est sur la place du marché. Le petit Proxy. On a une boulangerie aussi. On a une boulangerie. Il n'y avait plus de boulangerie. Il y a un traiteur aussi un peu plus loin. Ouais. Il y avait un pizzaiolo traiteur. La boulangerie, c'est la commune qui a racheté les murs, qui a investi, qui a recréé la boulangerie. Autrement, il n'y avait plus rien. On avait un four à bois qu'on avait fait refaire et tout. On a refait toute la boulangerie, le logement de la boulangerie. Et on a la chance d'avoir un boulanger à l'intérieur. Et voilà, et qui vient justement d'ouvrir une autre boulangerie à Étolier, vous voyez. Mais c'est parce que la commune a racheté et a rénové et réhabilité tout qu'on a toujours une boulangerie. Autrement, on aurait été comme pas mal, on n'aurait plus rien eu. Alors vous voyez, ça, on l'a fait aussi. On a la boucherie qui passe, sur le marché ouvert, on a la boucherie et on a un primeur qui viennent. Ouais. On a essayé de relancer le marché. Il y avait un poissonnier qui venait, mais il n'a pas tenu longtemps. Il y avait un marchand de primeurs qui venait. Mais si vous n'avez pas s'il n'y a pas la demande, ils ne tiennent pas longtemps. Marcillac avait essayé de le faire aussi, c'est pareil. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu, voilà. Moi, je veux bien, il y en a qui arrivent, ouais, il faut faire ça, il faut faire ça. Oui, il y a des Yaka Faucon, il y en a plein. Mais après, il faut faire tourner. Est-ce que vous avez des demandes en termes de logements sociaux sur la commune? Une demande en termes de logements sociaux, la demande, on ne la ressent pas. Mais disons, les logements sociaux, nous, par le biais de Gironde Habitat et tout ce qui a été créé, on a créé, on a répondu à ce qui était exigé au niveau national et qui n'est pas fait. Mais nous, on répond, puisqu'on a des logements. J'aime pas le terme en plus de logements sociaux, moi, taper un tampon là. À l'époque, au siècle dernier, où vous n'étiez pas né, on appelait ça les HLM. Et les HLM, qui n'a pas vécu dans un HLM, des gens de ma génération, tout le monde, ça s'appelait habitation à loyer modéré, c'est-à-dire que c'était à la portée de tout le monde. Là, après, on a mis le logement social. Et ça, je puis vous dire que je trouve que c'est dur à avoir à porter pour les enfants qui vivent. Non, mais ils sont comme vous et moi, ils vivent dans des logements qui sont à la location, voilà. Et ça ne nous arrive pas forcément chez nous, puisque comme c'est géré par Gironde Habitat, la plupart du temps, c'est eux qui traitent, donc c'est eux qui peuvent savoir s'il y a beaucoup de demandes sur notre secteur. Mais nous, c'est rare qu'on vienne taper à la porte de la mairie pour nous demander de logement. Voilà. Réunion de chantier en même temps. On l'entend. Mais ça suit, ça suit. Bon.